Pardon, nous allons continuer. Nous avons remarqué que le docteur Chapatin séduit les femmes sans se soucier de la différence d'âge. Serait-il capable d'épouser une femme de 28 ans? Je préfère 2 de 14. Les polémiques autour de la distribution du Chao del Ocho ont alimenté les médias de masse pendant 50 ans et maintenant elles sont revenues de plus belle. En 2025, Chespirito redevient un sujet de conversation suite à la sortie de Sans le vouloir, en le voulant. Une série qui promet de révéler tous les dessous de la vie du scénariste et acteur le plus célèbre du Mexique dans le monde entier, Chespirito. La fiction, produite par les enfants de Roberto Gómez Bolaños et librement inspirée de ses mémoires, n'a pas tardé à déclencher un déluge de controverses. Beaucoup d'entre elles sont liées à Florinda Meza, chargée d'incarner Doña Florinda. La femme affirme que ce que l'on voit à l'écran est une histoire idéalisée, mais qui n'a rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Qui dit la vérité? Quelle partie de l'histoire chaque partie préfère-t-elle garder secrète? Bien que Florinda Mansa affirme que toute cette prétendue diffamation affecte sa santé, beaucoup n'ont pas hésité à jeter de l'huile sur le feu. Ainsi, sans vraiment le vouloir, elle a fait remonter à la surface de nombreuses questions qui entourent la facette la moins connue de Chespirito et de ses créations. Mais ne nous précipitons pas. Florinda est-elle une influence manipulatrice et vindicative qui aurait même spéculé sur la mort de Chespirito? Pourquoi Ramon Valdez, pour beaucoup le plus apprécié de l'ancienne émission, a-t-il fini par la quitter? Et tout ça parce qu'il devait 14 mois de loyer. Et en parlant de Don Ramon, est-il vrai qu'il a prédit sa propre mort? Comment s'est déroulée l'épique dispute entre Carlos Villagrán et María Antonieta de las Nieves contre Bolaños pour obtenir le contrôle? À propos des personnages de Kiko et la Chilindrina? De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le médaillon maudit de Kiko? Est-il vrai que la sorcière du 71 avait un passé de guerriera? Existe-t-il un Lost Media du Chavo del? Quelles théories insolites ce spectacle a-t-il déclenché? Son créateur a-t-il fini avec la démence? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous aborderons le côté sombre de Chespirito. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous suivez la série Chespirito, et ce que vous en pensez. Vous appréciez ou non? Je vous rappelle que sur une autre de nos chaînes, nous avons plein de programmes spéciaux sur le Chavo del Ocho. Le jour de la mort de Chespirito, dont Ramon est la sorcière du 71. Émission spéciale. Donc si ce sujet vous intéresse, je vais aussi vous laisser le lien pour que vous puissiez aller voir ces vidéos sur notre autre chaîne. Le jour où nous commençons. Avant que le garçon ne naisse. Je suis avant tout écrivain, ensuite j'ai été acteur, réalisateur et tout le reste, mais j'ai commencé comme écrivain et c'est ce qui est le plus important pour moi, écrire. Roberto Gómez Bolaños est né dans une famille mexicaine de classe moyenne. La mère de Roberto s'appelait Elsa Bolaños Cacho et c'était une femme que tout le monde décrivait comme bienveillante et disciplinée. Elle était aussi très déterminée, au point que l'existence même de Roberto était due à sa propre conviction. Alors qu'elle était encore enceinte, les médecins l'ont averti qu'un médicament qu'elle avait pris pouvait sérieusement affecter le fœtus. Face au risque de graves malformations pour l'enfant, les médecins ont conseillé à Elsa d'avorter, ce qu'elle a refusé. Et elle a poursuivi sa grossesse jusqu'à donner naissance à un bébé sans aucun problème de santé. Pour elle, c'était un enfant spécial, non seulement à cause de sa gestation particulière, mais aussi en raison de la personnalité qu'il a développée au fil des années. C'était un enfant débrouillard, créatif et indépendant, mais qui a toujours gardé un lien très proche et chaleureux avec sa mère. Il y a un autre fait assez particulier concernant la femme, un fait qui a à voir avec sa lignée. Elsa était la cousine de celui qui allait devenir président du Mexique, Gustavo Díaz Ordaz. Son mandat a duré de 1964 à 1970, assez contemporain de l'ascension de la popularité de Chespirito à la télévision. Pour beaucoup, la relation entre l'une et l'autre chose ne serait pas fortuite. Roberto a toujours été entouré d'art, son père Francisco Gómez Linares étant illustrateur et peintre. Il s'agissait d'un homme qui aurait sûrement été fier de voir ce que son fils est devenu, mais malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de le voir grandir. En effet, Francisco est décédé après avoir subi une attaque cérébrale alors que l'enfant n'avait que 6 ans. En plus du choc émotionnel que cela a représenté, la famille est entrée dans une grave crise économique. Pour cette raison, Roberto s'est rapproché d'un cirque qui se trouvait en face de chez lui afin de participer au spectacle et de récolter de l'argent.
C'est là qu'il a eu son premier contact avec un métier qui allait faire de lui un millionnaire dans un avenir pas si lointain. Cependant, avant que cela n'arrive, le malheur s'est acharné à poursuivre le petit Roberto. Et à 10 ans, il a dû quitter l'école et ses amis à cause d'un traitement antirabique d'urgence, suite à la morsure d'un chien. Le chien n'est jamais revenu, pas même pour s'excuser. Mais il n'a pas laissé passer cette opportunité et s'est consacré à lire, achevant ainsi de forger son destin. De retour à l'école, il a découvert quelque chose de terrible. Tous ses camarades avaient grandi d'un coup, chose qui ne lui était pas arrivée. Ils ont rapidement commencé à se moquer de lui et à le taquiner sur sa taille. Plus tard, Bolaños populariserait la phrase « La vengeance n'est jamais bonne, elle tue l'âme et l'empoisonne ». Si cette phrase avait été appliquée dans son enfance, on peut dire qu'il a passé son temps à s'empoisonner sans scrupule. En effet, Roberto a commencé à frapper ceux qui se montraient insolents et, à coups de poing, il a réussi à compenser les centimètres qui lui manquaient en taille. Il a pratiqué la boxe et participé à des compétitions, développant ainsi de nouvelles compétences physiques. Il a obtenu des médailles et des distinctions grâce aux cloisons qu'il a brisées, mais sa mère ne l'a jamais félicité pour cela. De toute façon, le jeune homme s'est vite lassé des gants. Il a ensuite tenté sa chance dans le football, sans succès. Il a aussi tenté sa chance à l'université, en ingénierie, mais il a dû abandonner en 2e année parce qu'il avait besoin d'un emploi. Il se sentait encore un peu perdu, sans se rendre compte que son potentiel résidait dans ce qu'il faisait le plus naturellement. Roberto écrivait les chansons pour les festivals de la colonie d'été et lisait des extraits de contes à ses proches. C'étaient des choses qu'il faisait comme passe-temps, des choses dans lesquelles il était vraiment doué. Quand il a vu une annonce dans le journal, toutes les alarmes se sont déclenchées en lui. Une agence de publicité recherchait des apprentis pour travailler à la radio et à la télévision. Roberto s'est présenté à la convocation et a failli désespérer face à la longue file d'attente. Étaient-ils tous candidats pour devenir producteurs ? Il a pensé qu'il n'avait pas autant d'expérience que les autres, et il était sur le point de partir quand il a remarqué un petit détail, mais significatif. Sur le côté, une autre file, bien plus courte, était destinée à ceux voulant postuler comme scénaristes. Roberto, impulsif et courageux, s'est joint à cette file et s'est remis à la meilleure des chances. Une carrière unique et sans précédent commençait à cet instant précis. La naissance d'un voisinage. Un Roberto enthousiaste a débuté dans ce sous-monde avec de petites tâches créatives. Il a rapidement compris que sa vocation était d'écrire des histoires, et il s'est fait une place comme scénariste du réalisateur Agustín Porfirio Delgado. C'est lui qui a fini par lui donner le surnom qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Ébloui par les idées qui jaillissaient de l'esprit de Roberto et par la facilité avec laquelle il parvenait à les transformer en histoire. Il lui a dit qu'il était comme un petit Shakespeare, un Shakespeare tout petit, c'est-à-dire un Chespirito. Qui est Chespirito ? Moi ? C'est ton pseudonyme et c'est un réalisateur qui me l'a donné. Entre un réalisateur et un producteur, qui ont été les premiers à porter à l'écran un scénario écrit par moi. Ils ont beaucoup aimé et m'ont félicité, ils m'ont complimenté, ils m'ont dit que j'étais un petit Shakespeare. Mais Roberto avait aussi des talents d'acteur. Et il n'a pas tardé à se retrouver devant la caméra dans des films de 2 comédiens extrêmement populaires au Mexique, à la fin des années 50. Viruta et Capulina. Beaucoup de ces épisodes ont été retranscrits dans les premiers chapitres de la série de Max, qui alternent 2 lignes temporelles. Celle du processus où Chespirito se fait une place à la télévision et l'époque où la troupe de Chespirito commence à se fracturer, déjà à la fin des années 70. À ce stade, il faut ajouter qu'un certain temps avant que l'idée qui allait changer sa vie ne prenne forme. Chespirito a été engagé par la toute nouvelle chaîne 8 du Mexique pour développer des programmes comiques et familiaux. L'idée était de présenter des sketchs d'humour bon enfant, des gags physiques et des séquences comiques qui apporteraient de la fraîcheur à un média quelque peu stagnant. Sous cette prémisse, Chespirito a créé les super génies de la table carrée et le Chapulín Colorado. Mais ce qui propulserait véritablement sa carrière mondialement, ce serait El Chavo del Ocho, où il a pu créer un univers de fiction qui allait révolutionner la télévision humoristique latino-américaine. La cour commune deviendra le point de départ d'une galerie de personnages qui ont profondément marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Avec une longévité qui perdure encore aujourd'hui dans de nombreux pays comme le Brésil et l'Argentine. Pour animer l'émission, Chespirito a recruté des acteurs qui ont peu à peu intégré la série. Au fil de sa popularité grandissante, de nouveaux décors ont été ajoutés, en plus de la cour où se déroulait la majorité des scènes. Nous avons également vu plusieurs des maisons, la rue, la cour arrière, le terrain où les enfants jouaient au football et même l'école. Plus tard, à une étape déjà un peu plus terne, arriverait la cantine de Doña Florinda,
La camaraderie et la chimie entre les acteurs semblaient traverser l'écran. Les enfants qui regardaient l'émission pensaient que l'affection entre ces acteurs était réelle. Tout, en définitive, semblait dégager une sensation de bonté presque idyllique. Doña Florinda, en effet, semblait surprotéger Kiko. Et elle est vraiment aussi amoureuse du professeur Girafales. Malgré ses bêtises, la Chilindrina aimait son père, Don Ramon, qui était l'intérêt romantique passionné de la sorcière du 71. Monsieur Barriga était sérieux et se fâchait contre le Chavo, mais au fond, il le trouvait attendrissant et lui pardonnait. Qui, au fond, était une fête sans vraiment le vouloir. En enlevant Don Ramon, Doña Florinda n'a plus personne à qui donner des claques, ni de fils. La sorcière de 71, sa raison de vivre dans la cour était Don Ramon, Monsieur Barriga. Le seul qui ne payait pas le loyer était Don Ramon, le protecteur du gamin. La Chilindrina devient orpheline, si tu enlèves Don Ramon, l'émission se termine, même si Kiko était là. Mais au fil du temps, nous avons réalisé que la fiction ne reflétait pas toujours la réalité des castings. Au fur et à mesure que l'émission gagnait en popularité, l'ambition des acteurs grandissait aussi. Les égos ont commencé à devenir une boule de neige qui menaçait d'emporter la série la plus populaire du moment. Aucun enfant, depuis le confort et la sécurité de son foyer, n'aurait pu imaginer ce qui se passait lorsque les projecteurs s'éteignaient. La romance avec Florinda. Lorsque Chespirito a commencé à récolter du succès, il avait déjà une famille. Il était marié depuis sa jeunesse avec Graciela Fernandez et avait pas moins de 6 enfants. Mais les enregistrements des émissions lui prenaient de plus en plus de temps. Les tournées internationales avaient débuté. Et à un certain moment, Chespirito a senti qu'il passait plus d'heures avec ses collègues de travail qu'avec sa véritable famille. Ainsi, certaines choses ont commencé à se détériorer. Florinda Meza était en couple avec le réalisateur de l'émission, Enrique Segoviano, mais peu à peu, la relation entre elle et Chespirito est devenue de plus en plus proche. Ils avaient une grande affinité, passaient beaucoup de temps ensemble et sont lentement tombés amoureux, probablement à partir du mois d'octobre. En 1977, ils ont commencé une relation extra-conjugale qui a conduit au divorce de Bolaños, déjà en 1989. À ce moment-là, la relation entre Florinda et lui était connue de tous, et il ne s'agissait pas seulement d'un lien personnel, mais aussi professionnel. À mesure que la distance entre eux diminuait, Florinda a commencé à jouer un rôle plus actif dans les décisions créatives du Chavo del Ocho. Et les rivalités ont commencé. Plusieurs acteurs de la troupe ont commencé à sentir qu'elle avait toujours le dernier mot, et que son personnage monopolisait de plus en plus de scènes, au détriment de la mise en valeur de ses collègues. Les premiers acteurs à manifester leur mécontentement furent Carlos Villagrán et Ramón Valdés. Des années plus tard, le premier a avoué que son éloignement avec Florinda était d'ordre personnel. Il a assuré qu'elle était amoureuse de lui et qu'ils avaient eu une brève romance, après quoi Florinda l'aurait poursuivi pendant longtemps. Que vous êtes sorti avec Doña Florinda et que c'est de là que venait le problème. Non, je ne suis pas sorti avec Doña Florinda, c'est elle qui est sortie avec moi. C'est différent, c'était très compliqué. Elle te harcelait? Oui, elle me harcelait avec ma mère, elle me harcelait avec. La femme, de son côté, a toujours nié la relation et est allée jusqu'à le traiter d'imbécile pour avoir répété pendant des années la même histoire. La présence de Florinda a toujours été un élément controversé, et à mesure que les acteurs classiques quittèrent l'émission, un mythe s'est construit autour d'elle. On l'a présentée comme une grande méchante, et on l'a accusée sans ménagement d'être responsable du déclin de l'émission. En fait, on l'a presque immédiatement qualifiée de Yoko Ono de l'émission, faisant allusion à la compagne de Lennon, que beaucoup accusent de la séparation des Beatles. Le départ de Kiko et Don Ramon n'a été que le début de l'hémorragie, et d'une longue série de désaccords entre les acteurs. Des désaccords qui ont alimenté des spéculations de plus en plus extravagantes. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ceux qui avaient littéralement touché le ciel du bout des doigts, grâce à la série, décident soudainement de s'éloigner? Va le dire à ta mère. Donc, ce personnage, Kiko, en effet. As-tu emprunté le personnage de Kiko à Gómez Bolaño comme tu m'as pris le whisky, ou est-il ta propre création? Eh bien, lui, il ne buvait pas. En réalité, le climat hostile était déjà présent. Et le point de rupture semblait être une tournée que la troupe a faite en 1975. Lors d'une visite au Chili, Villagrán a assuré que le public l'acclamait plus que Chespirito, et cela a généré une spirale de jalousie qui a fini par l'éjecter de l'émission.
Cependant, dans la série Sans le vouloir, une version totalement différente est présentée, situant la rupture lors du voyage à Acapulco, qui est devenue une saga de 3 épisodes où les personnages du quartier passent leurs vacances sur des plages paradisiaques. Il s'agit d'un épisode qui clôt la période dorée de l'émission pour toujours. Selon la série de Max Villagrán, qui apparaît sous un autre nom, pour éviter des conflits juridiques, il avait déjà pris la décision de quitter l'émission. S'éloigner de Roberto et exploiter par lui-même le personnage de Kiko. Selon ses propres dires, c'était son personnage et il savait parfaitement comment en tirer profit sans que Bolaño ne s'en mêle. Mais rien ne serait aussi simple. Alors que Villagrán accuse Chespirito de l'avoir expulsé de l'émission, d'autres sources affirment qu'il est parti de son propre chef. Dans quel but? Créer sa propre émission? Cette version affirme qu'il a emmené avec lui Ramón Valdés, qui l'aurait convaincu qu'il pouvait réussir seul. Personne ne me faisait autant rire que Ramón Valdés. Peut-être même pas Tintin, son frère, ni Quentin Flas. Ramón avait un humour supérieur. Rien d'autre que... Être sous les projecteurs ne l'intéressait pas. Il voulait simplement gagner un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Rien de plus. Il n'avait pas d'ambition artistique. D'un autre côté, il y a ceux qui insinuent que Valdés n'est pas parti parce que Kiko le lui a demandé, mais parce qu'il aurait été solidaire avec lui. Mais nous aurons le temps de parler en profondeur de Don Ramón. Indépendamment du déroulement des événements, les calculs de Villagrán se sont avérés erronés. Non seulement les émissions qu'il a faites à partir de ce moment-là ont été des échecs retentissants, mais beaucoup ont vu comme une évidence que ce qui manquait à ces shows, c'était justement les scripts de Roberto et son humour caractéristique. Chespirito n'a pas apprécié la décision de Villagrán de continuer à interpréter le personnage et à intenter une action en justice, aggravant la situation. En l'empêchant d'utiliser le nom Kiko, puisqu'il l'avait enregistré, Villagrán a tenté d'autres stratégies, comme le rebaptiser Kiko avec un K ou Federico, et jouer dans des cirques et des émissions de télévision en Argentine, au Venezuela et dans d'autres pays. Mais rien n'était pareil, ces années de succès écrasants. On prétend que Chespirito ou Florinda ont eu un rôle dans cet échec. Villagrán aurait été banni de Televisa et de nombreuses autres chaînes du continent. Oui, selon certains, cet acteur et homme d'affaires mexicain qui paraissait bonhomme et souriant. C'était un homme de contrôle qui, dans l'ombre, se chargeait de décider qui pouvait progresser dans les circuits du divertissement de cette époque. Y avait-il vraiment derrière le gamin un tyran de cette envergure? Mais il y a une histoire encore plus étrange et sordide. Une légende urbaine entoure Carlos Villagrán et fait référence au décès des acteurs qui se sont succédés dans les années suivant son départ. Cette histoire place au centre de la scène un médaillon que l'on voit souvent autour du cou de Kiko, et qui porterait des initiales ayant éveillé la curiosité des internautes. Sur le pendentif, on peut soi-disant lire R-A-R-M-E-R-F. Beaucoup associent ces lettres aux initiales des noms Ramón Valdés, Angelín Fernández, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubén Aguirre et Florinda Mesa. Mais le plus troublant, c'est que les 3 premiers sont morts dans cet ordre, Ramón, Angelín et Roberto. La théorie a connu une grande popularité pendant des années avant de s'estomper avec le temps. Rubén Aguirre est décédé en 2016 après avoir souffert de diabète et de divers problèmes de santé dus à une vie peu saine. Mais sa mort a contredit la prédiction, puisque ses collègues mentionnés précédemment, María Antonieta de las Nieves et Edgar Vivar, sont encore en vie. Ce collier serait-il une sorte de boussole mortelle, dans le style de Destination Finale? Villagrán lui-même a démenti cette théorie et a précisé que le médaillon est chinois et ne porte pas les lettres dont on parle. Ce mythe s'aligne avec l'idée que Villagrán nourrissait une grande rancœur envers ses collègues de la distribution, qui ne l'ont pas soutenu de façon continue, dans le temps. Quand il a choisi de quitter l'émission, oui, il a eu une amitié ambivalente avec María Antonieta, qui a eu un conflit similaire avec Chespirito concernant son personnage. Mais Villagrán a fini par s'isoler assez du reste et à se battre seul contre ce qu'il croyait. Ça avait été un traitement injuste de la part de Bolaños envers lui. Cette pièce chinoise a une histoire intéressante. Même moi, je ne comprenais pas ce qui était écrit dessus, car c'est en chinois. La pièce dit « République démocratique Chine ». Répétons, « Démocratique Chine ». Mais il ne manque pas. Des gens mauvais qui veulent que c'est une pièce. Qu'est-ce que tu m'as dit? Talisman, Talisman, s'il te plaît. S'il manquait des raisons de nous convaincre que les choses se sont très mal passées entre la famille de Chespirito et Villagrán.
Il suffit de regarder la série de Max, où l'acteur de Kiko est présenté comme un égocentrique, individualiste et calculateur qui a voulu profiter du succès de l'émission à son propre avantage. Il a fait le Kiko. Mais ensuite, il en est venu à me dire que c'était lui. Puis il m'a poursuivi en justice. Je l'ai facilement gagné, car entre autres, pour un merchandising, ils disent qu'il avait été organisé au Pérou. Ils nous ont demandé la signature de tous les acteurs. Quand je dis « ils nous ont demandé », c'était à mon frère Horacio et à moi qui gérais. Alors tout le monde a dit « oui, nous reconnaissons l'auteur ». Roberto, est-ce que tu es fâché avec Chespirito en ce moment? Pas exactement fâché, c'est juste que j'ai eu mon émission et j'ai été poursuivi sans relâche dans les 17 pays. Il m'a envoyé des lettres, mandats et circulaires pour que personne ne m'embauche, car selon lui, le personnage lui appartenait, pas à moi. Sinon, il serait poursuivi en justice par lui. J'ai passé plus d'1 an sans travailler. Mais l'histoire du médaillon n'a pas été la seule anecdote bizarre liée à cette émission pour enfants. Moments étranges de la série. Bien qu'il s'agisse d'une émission pour toute la famille, beaucoup de choses étranges se sont également produites devant les caméras. Alors qu'en coulisses, une véritable guerre d'ego faisait rage, l'émission a connu des moments particulièrement troublants, même si de nombreux épisodes ont été réalisés plusieurs fois avec des distributions différentes. Au cours de 25 ans, il y en a eu un qui n'a été diffusé qu'une seule fois et il n'a plus jamais été revu. La raison ? Des plaintes de l'Église catholique, très influente au Mexique. L'épisode censuré en question montrait rien de moins que le mariage entre Don Ramon et Doña Clotilde avec une robe blanche et dans une église, lors d'une cérémonie dirigée par le professeur Girafales. Diffusé au Mexique, Televisa a rapidement reçu un avertissement de l'église qui jugeait cela offensant. Qu'un personnage célibataire comme celui interprété par Aguirre et qui flirtait constamment avec une veuve prenne le rôle de prêtre. La chaîne de télévision a cédé à la pression et a effacé toute trace de l'épisode, même s'il a survécu dans la mémoire collective et a fini par être publié il y a quelques années sur YouTube. Ainsi, ce n'est plus une histoire aux allures de légende, mais elle a été entièrement confirmée. Mais l'histoire la plus troublante est celle du soi-disant épisode 142, car on y aurait vu la mort du petit. On dit que l'épisode en question n'a jamais été diffusé parce que son contenu était trop triste et dramatique, puisque le protagoniste de la série était renversé par une voiture. Apparemment, la distribution s'est opposée à ce que cet épisode soit terminé, et finalement Chespirito a décidé de ne pas le diffuser. Une théorie suggère que tout cela n'est qu'un grand canular, reposant sur une simple erreur. Dans l'édition digitale versatile disque de l'émission, en effet, la numérotation des épisodes saute effectivement le 142. Mais la production a expliqué qu'il s'agissait simplement d'une erreur et qu'une telle chose n'a jamais existé. Comme la mort de Chavo, une autre histoire sombre qui entoure Chavo. Cela concerne les représentations privées que la troupe avait l'habitude de faire, en plus des émissions télévisées. C'est encore une fois Villagrán qui a révélé qu'en 1981, Chespirito a reçu une offre d'1 million de dollars pour se produire à Medellín, en Colombie. Mais il ne s'agissait pas d'une fête privée normale, mais apparemment d'un événement organisé par le plus grand baron de la drogue de l'époque, Pablo Escobar. La troupe du Chavo a effectivement visité le pays cette année-là et a même rencontré le président colombien de l'époque, mais il n'a jamais été clair s'ils ont assisté à la rencontre. Des sources liées au trafic de drogue ont dit des choses contradictoires. Un fils de Pablo Escobar a démenti la rumeur, mais celui d'un autre narco. Gilberto Rodríguez Orejuela a assuré que non pas une, mais plusieurs fois, la troupe a participé à des événements financés par les cartels de Cali et de Medellín. Au-delà de toutes ces questions, avec le temps, l'émission a vu son niveau d'audience et de qualité baisser. La poule aux œufs d'or a montré des signes de fatigue et l'émission a finalement tiré sa révérence. Le 7 janvier 1980, après 290 épisodes, un peu lassé de l'écran, Chespirito s'est remis à écrire pour le théâtre. Il a créé la pièce 11 et 12, et vous savez quoi ? Oui, il a continué à prouver que sa plume avait encore beaucoup à dire. 11 et 12, originaire du Mexique, a connu un franc succès dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, notamment au Pérou et en Colombie. Malgré un début avec peu de public, le bouche à oreille a fait son effet pour cette pièce. Et alors qu'ils étaient sur le point de l'annuler, les salles pleines n'ont cessé de se succéder. La pièce en est devenue à proposer 6 représentations par semaine, et elle deviendrait la pièce de théâtre ayant la plus longue durée à l'affiche au Mexique, un record qu'elle détient encore à ce jour.
Au Chili, la troupe a donné 2 représentations au Stade national, devant un public total d'environ 160 000 spectateurs. Ainsi, l'immense engouement populaire réclamait encore plus du Chavo. Il était bien connu que même si la série était terminée, cela ne signifiait pas la fin des controverses. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. L'adieu de... Eh bien, ce nom de famille Valdés est l'un des plus grands noms de famille de l'histoire théâtrale du Mexique. Tintin est son frère, Marcelo Tintin, son frère. Eh bien, qu'il repose toujours en paix. As-tu une famille nombreuse que... Oui, combien d'enfants as-tu? Dans une galerie de célébrités et de personnages qui sont restés à jamais dans le cœur du public, Don Ramon était incontestablement le préféré de tous. Son personnage de grincheux et d'homme rustique, mais au bon cœur, a attiré l'attention des petits et des grands. Et une grande partie de cela est due à la superbe interprétation de Ramón Valdés. L'homme venait d'une famille humble et nombreuse, très liée au monde artistique. Il jouait depuis 1949, mais il est devenu mondialement célèbre grâce au rôle que lui a écrit Chespirito. On dit que cela lui venait si naturellement, parce que Valdés était vraiment comme ça. Un être sans ambitions matérielles et simples, qui fumait beaucoup, énormément pour dire la vérité. Mais cette addiction lui a rapidement coûté cher et, alors qu'il était déjà hors du programme de Bolaños, il a su qu'il lui restait peu de temps. En 1988, il avait 63 ans et une santé détériorée. Le diagnostic de cancer de l'estomac avait conduit à une situation encore pire, des métastases. La maladie s'étendait à sa moelle épinière et la détruisait progressivement. À ce moment-là, Valdés faisait partie de Acá Kiko, l'émission de Villagrán, et ensemble, ils ont décidé de donner une fin au personnage, qui allait finalement s'avérer prémonitoire. Dans ce dernier épisode, Kiko faisait un pari avec un ami pour savoir qui était assez courageux pour passer la nuit parmi les tombes. Don Ramon, inquiet par la bêtise que préparèrent les enfants, partait à leur recherche. Et dans la dernière scène, il traversait les portes du cimetière jusqu'à être enveloppé par la nuit et la brume qui s'échappait de l'endroit. Ainsi, dévoré par l'obscurité, il a quitté l'émission et quelques jours plus tard, il est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. À sa veillée funèbre, il n'était resté que quelques heures auprès du cercueil. Une personne qui avait joué avec lui dans El Chavo était Angelina Fernández, plus connue sous le nom de la sorcière du 71. Tout le monde ne le savait pas, mais hors caméra, elle était sa meilleure amie, sa confidente. Et une actrice qui portait sur ses épaules un passé sombre. De Guerrillera sorcière. L'univers de Chespirito a engendré des histoires fascinantes, mais celle d'Angelina Fernández est sans conteste la plus étonnante. Née à Madrid dans les années 1950, elle a connu une carrière d'actrice ascendante jusqu'à l'éclatement de la guerre civile où elle a pris parti. Elle s'est engagée dans la guérilla pour défendre la République, mais quand le franquisme a triomphé, elle a été contrainte à l'exil, pendant qu'elle voyait ses camarades être enlevés et exécutés. Elle a commencé une nouvelle vie au Mexique et finirait par devenir une icône de l'âge d'or du cinéma mexicain des années 50. Mais 2 décennies plus tard, la télévision s'imposait et Angelina a voulu tenter sa chance sur le petit écran. À ce moment-là, elle avait déjà noué une forte amitié avec Ramón Valdés, et c'est lui qui lui a proposé de parler avec Chespirito pour l'ajouter au Chavo del Ocho. Le personnage de Doña Clotilde a permis à Angelina d'exploiter une facette comique dans laquelle elle ne s'était pas beaucoup aventurée, et aussi de briser certains stéréotypes. Bien que la sorcière du 71 soit essentiellement une vieille fille aigrie, elle a su lui donner des nuances plus profondes. C'était aussi une femme autonome, qui ne se laissait pas manquer de respect. Son profond amour pour Don Ramon semblait être une réponse à la rumeur persistante selon laquelle il y avait bien plus qu'une simple amitié entre eux. Cependant, cela a toujours été fermement nié par les deux. Angelina était reconnaissante d'interpréter la petite sorcière, comme on la surnommait, et restait à l'écart des controverses qui rendaient déjà le travail dans l'émission difficile. De plus, on disait qu'elle était une personne pacifique et conciliante qui cherchait à rapprocher ses collègues. Elle connaissait la vraie guerre et voulait surtout préserver la camaraderie du Chavo, mais elle n'a pas réussi. La mort de Don Ramon l'a profondément marquée et a été le prélude à son propre décès quelques années plus tard. Tout comme son ami, la dépendance au tabac a scellé son destin. Et le 25 mars 1994, elle est morte d'une crise cardiaque, déjà bien affaiblie par des insuffisances respiratoires et rénales. Elle a demandé à être enterrée près de Valdés, dans la même zone du cimetière. Ainsi, ils demeurent aujourd'hui voisins, comme dans la fiction.
Cette même année, mais en février, un autre nom lié à El Chavo est décédé, Raúl Chato Padilla, qui interprétait Jaimito le facteur Cercado, à cause du diabète. Pendant des années, la rumeur a circulé qu'il était décédé d'une crise cardiaque sur le plateau du Chavo del Ocho. Mais à cette époque, l'acteur participait à une autre production de Chespirito, Les Caquitos. Bien que beaucoup aient affirmé que c'est Bolaños qui a trouvé Padilla sans vie dans son autobiographie, le créateur de l'émission a confirmé qu'il l'a appris par téléphone lorsqu'un de ses fils l'a appelé pour lui annoncer la triste nouvelle. Ainsi, 1994 fut une année tragique qui a marqué la fin de l'âge d'or. Et à partir de là, les problèmes n'ont fait qu'empirer. La dispute autour de la Chilindrina. Si l'affrontement entre Chespirito et Villagrán pour Kiko a été une bataille sanglante, ce qui a entouré la Chilindrina n'a pas été très différent. Il s'agissait d'une dispute qui a duré 12 longues années avec un seul objectif: déterminer qui était le véritable propriétaire du personnage. Pour Chespirito, sa paternité était évidente. Mais María Antonieta soutenait comme Villagrán que le public connaissait le personnage grâce à la façon dont elle l'avait interprété. Je sais déjà que les personnages et l'idée viennent de toi. Mais chacun de nous y a mis sa propre caractérisation, ses idées, sa façon d'être. Tu ne veux plus faire le Chavo? Moi, je veux continuer à être la Chilindrina et rester avec ma petite Lujita. Pendant qu'il faisait les Caquitos et que Florinda faisait la Chimoltrufia, je lui ai dit « Non, excuse-moi, je n'ai pas donné ma vie à la Chilindrina pour qu'à présent j'arrête d'être la Chilindrina. » Elle s'attribuait aussi certaines expressions et gestes. D'un autre côté, elle voulait avoir la liberté de porter le costume de la Chilindrina, même en dehors de l'émission. Bien que les choses aient rapidement pris une tournure juridique avec Kiko, ce fut différent avec la Chilindrina. Au cours des premières années, même avant que le Chavo ne voie le jour, María Antonieta et Chespirito avaient noué une forte amitié. Ils se déplaçaient ensemble partout, même dans les couloirs de Televisa où la rumeur disait qu'ils étaient amants. Selon l'actrice, au début, Chespirito lui avait autorisé à continuer d'utiliser le personnage en dehors de l'émission, mais il s'est ensuite ravisé. Jusqu'au début des années 90, la relation est restée bonne, mais les choses ont changé lorsque María Antonieta s'est vue interdire d'incarner la Chilindrina une fois que les Chavos s'est terminé. De plus, elle avait de grandes ambitions. Enregistrer un disque, faire davantage d'émissions autour de la petite fille et même un film. María Antonieta a accusé Televisa de vouloir lui faire signer un contrat où elle perdrait tout. Elle s'est rebellée. Dans son autobiographie, elle a soulevé le débat sur qui était le véritable propriétaire du personnage, celui qui avait écrit les épisodes ou ceux qui les interprétaient. Elle est restée la Chilindrina, mais jamais avec le même succès. Parallèlement, María Antonieta a accusé Florinda d'isoler Chespirito et d'alimenter le conflit autour de son personnage. À plusieurs reprises, María Antonieta a assuré qu'elle voulait parler avec Chespirito pour arranger les choses, mais Florinda répondait au téléphone et les empêchait de communiquer. En 2013, María Antonieta a finalement annoncé lors d'un voyage à Lima qu'elle avait gagné les droits du personnage. Cela fait 15 ans que les droits d'aucun des personnages n'ont été renouvelés et ils doivent être renouvelés tous les 5 ans. C'est libre et si tu veux... Tu peux tous les enregistrer. C'était justement 1 an avant que Chespirito ne décède, mais malheureusement, les acteurs ne se sont jamais réconciliés. Qui pourra désormais nous défendre ? En 2000 et en 2006, Chespirito a de nouveau été critiqué pour avoir participé à des publicités télévisées soutenant les campagnes électorales du parti Action Nationale. En avril 2007, il s'est joint à la revendication de groupes catholiques et conservateurs qui luttaient pour maintenir l'avortement comme un crime dans le district fédéral, participant même à une campagne de propagande contre la loi. Au-delà de ces attitudes qui l'ont opposé à une partie de son public dans les dernières années de sa vie, Roberto Gómez Bolaños allait de plus en plus mal. Après une opération de la prostate, en 2009, ses apparitions publiques se sont faites plus rares et ont également donné lieu à une multitude de spéculations. On l'a vu en fauteuil roulant, sous assistance respiratoire, et il perdait progressivement sa capacité à répondre aux journalistes. Chaque fois qu'il donnait une interview ou assistait à un événement, Florinda était à ses côtés et l'interrompait. Certains médias ont dit qu'il était dément, qu'il était déconnecté de la réalité depuis des années. Pendant cette période, on a tout dit, et plus les théories étaient inhabituelles, plus elles faisaient vendre d'exemplaires. À un certain moment, Televisa a organisé un grand événement en hommage à Chespirito, qui a duré 15 heures et a passé en revue toute l'œuvre de l'artiste. Tous les acteurs de chaque époque de l'émission ont défilé dans le programme, même Villagrán.
Mais ce n'était qu'une trêve devant les caméras, car dès la fin de l'enregistrement, la guerre a repris. De temps en temps, Roberto s'exprimait sur les réseaux sociaux, se moquait des fausses nouvelles sur sa mort et lançait une blague. Beaucoup pensaient que ces publications étaient faites par quelqu'un d'autre qui essayait de se faire passer pour le chef comique. Villagrán est même allé jusqu'à dire que Florinda maltraitait physiquement Chespirito, puis il a porté le coup de grâce. Il l'a accusé d'avoir falsifié les informations sur son décès pour profiter de plus d'événements et de meilleurs événements. Beaucoup de gens ont commenté qu'elle le frappait. En tant que série télévisée, l'émission demandait plus d'argent et on lui disait oui si vous ne l'avez pas vue. Ici en Argentine, au cas où. Je suis son oreille de contact au cas où. Leur micro a plus de volume. Je ne sais pas comment augmenter le volume du micro, dis-lui. Pour la musique. Conseil pour dormir, une bonne sieste. Des deux, j'ai compté l'inverse. Le conseil pour aider, c'est la bonne sieste. Maintenant, quoi? Tu me réponds quand je te dis que tu t'endors très facilement? Eh bien, parce que je suis un homme facile. Il fumait 4 paquets par jour de cigarettes délicates. C'était des ovales sans filtre. C'est-à-dire, c'est de la dynamite pure. C'est un chat à l'envers. Tu comprends? Bien sûr. Comment Carlos Villagrán en est-il venu à travailler avec Roberto Gomez? D'accord, d'abord j'en avais un autre. D'abord, il est arrivé dans l'ordre. Ruben Aguirre et Ruben Aguirre arrivent en premier. Et j'avais commencé à être le Chavo. Mais non, parce que je ne suis pas entrée avec le Chavo. Je suis arrivée bien avant le Chavo. Officiellement, Bolaño est décédé le 28 novembre 2014 dans sa maison d'Acapulco à cause de problèmes respiratoires. On a appris plus tard qu'il souffrait d'une forme avancée de Parkinson. Il avait 85 ans et beaucoup prédisaient déjà que cette fin était proche. Pour leur dire adieu, 2 méga-événements ont été organisés. L'un privé dans les locaux de Televisa et l'autre public au stade Azteca. Mais l'idée a toujours persisté que cette mise en scène n'a été possible qu'en falsifiant les dates. Comme nous l'avons dit, Villagrán a été l'un des artisans de la propagation de cette rumeur. On est même allé jusqu'à parler d'un cercueil vide. Il n'y a pas si longtemps. Certains milieux ont affirmé que la mort de Chespirito et ses funérailles était un parfait écran de fumée pour détourner l'attention d'une affaire. Il y a quelques mois, un événement a bouleversé le Mexique. Nous parlons de la disparition de 43 étudiants d'Ayotzinapa par des organismes officiels qui ont cherché à faire taire leurs manifestations et revendications sociales. Ce n'est pas tout. Certains voient dans la trajectoire de Gómez Bolaños un homme très utile au pouvoir en place. Un homme toujours prêt à servir de distraction pendant que des abus de toutes sortes étaient commis depuis les sphères du pouvoir. Est-il vrai qu'il a été la mascotte parfaite de nombreuses dictatures latino-américaines qui ont utilisé son émission pour endormir les masses? Est-il vrai que sa création ne cherchait qu'à romantiser la pauvreté afin que les gros bonnets puissent continuer à faire de plus en plus d'affaires? Dans quelle mesure l'auteur était-il conscient de tout cela? Au cours de la décennie qui s'est écoulée entre la mort de Chespirito et aujourd'hui, une grande partie du public a continué à nourrir une grande rancœur envers Florinda. Et alors qu'il semblait que le pire était déjà passé, la sortie hebdomadaire de Sin Querer Queriendo est venue raviver le feu d'une polémique éternelle. La fin définitive? Le biopic de la plateforme Max doit être compris comme la parole de la famille Bolaños, de ses enfants, et de la manière dont ils reconstruisent la figure d'un homme qui a brillé et qui a aussi eu des zones d'ombre très sombres. Dans le Chavo, qui continue de vivre dans la mémoire de beaucoup. Les rires cédaient toujours la place à l'émotion. La société moderne et sa déshumanisation étaient vivement critiquées. Avec le temps, certains paradigmes changent. L'émission serait critiquée pour montrer des violences aux enfants et pour encourager les stéréotypes. Malgré tout, elle a réussi à survivre bien mieux que d'autres émissions, beaucoup plus récentes. Au fil des années, un fandom s'est également formé, qui a même commencé à chercher dans El Chavo del Ocho une intrigue secondaire plus folle et métaphorique. Comme si la résidence était en réalité une sorte d'île de Lost, une sorte de limbe. Bien sûr, on a aussi essayé de dire que chaque personnage de la série représentait un péché capital. En définitive, peut-être que cela n'est pas si important. Il ne reste que la certitude que le duo Chespirito-Florinda n'a fait qu'alimenter la cupidité.
Ils ont été l'axe directeur des décisions qui ont épuisé un produit à succès mondial. Était-il inéluctable que la formule finisse par ne plus fonctionner? La guerre des égos venait-elle seulement de chez Spirito, ou fallait-il un autre camp aussi, voire plus ambitieux et vaniteux que lui-même? Florinda Meza continue aujourd'hui d'apparaître dans les médias et de publier de longs messages dans lesquels elle cite d'anciennes interviews de Bolaños et se réfère à ses propres souvenirs. Elle explique en détail pourquoi, selon elle, la série ment. Ma vie, mon nom, ma trajectoire, mon pouvoir d'attraction m'appartiennent. C'est mon identité qui sera utilisée, qui sera remise en question. Chaque semaine, un nouvel épisode de Sans le vouloir, en le voulant suscite une nouvelle controverse. Est-ce une reconstitution fidèle ou idéalisée? Villagrán et Florinda étaient-ils tels qu'on les dépeint, ou ne sont-ils que des méchants dans une histoire racontée de manière partielle? Pendant que le débat reste ouvert, Florinda prépare sa contre-attaque et a déjà annoncé qu'elle sortira son propre documentaire, racontant sa version de l'histoire. Cela suffira-t-il pour laver son nom et celui de Leche Spirito? Il serait aussi intéressant de se demander, sans tout ce contexte, est-ce que le Chavo del Ocho nous semblerait toujours aussi intéressant? Ou bien sommes-nous face aux symptômes d'un phénomène qui a déjà atteint son apogée et qui ne fait que se dévorer lui-même?